Je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette place de la Plaine. Et on va essayer de repérer, une fois de plus, comment nous sommes ici. Nous sommes dans cet espace. Ceux qui sont un peu de mauvaise foi peuvent regarder et tricher par-dessus les rideaux et apercevoir quand même un petit peu de plaine. Vous vous rappelez peut-être, certains d'entre vous, une phrase de Baudelaire. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. La forme d'une ville change assez vite, et on le sait, à Marseille, ça change très vite la forme d'une ville, mais la forme de la plaine, ça ne change pas si vite que cela. Et l'histoire qu'on va regarder ensemble, c'est l'histoire de changement de nom, beaucoup, et c'est la façon dont cette forme se fixe à un certain moment pour prendre cette forme que nous connaissons. Et la question qui se pose, c'est une fois que la forme est prise, qu'est-ce qui va changer? Comment l'histoire se marque à la plaine? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la plaine? Donc on n'a pas l'ambition de tout raconter, mais de traverser 12 cartes pour nous donner à comprendre des aspects que certains connaissent déjà, d'autres pas, de la plaine. Alors, premier point, juste avant de commencer avec la première carte, je vous disais la forme est assez statique, les noms changent. Et on va passer un petit peu de temps à parler de ces noms. Les noms, il y a 5 familles de noms. Il y a l'idée du plan qui devient la plaine, on y reviendra. L'idée de la plaine Saint-Michel, donc de ce saint. Il y a beaucoup de saints qui se télescopent ici, et Saint-Michel en tout cas. L'idée du champ de Mars. L'idée de la place de la Constitution. Bref passage dans l'histoire de Marseille, mais cette place s'est appelée place de la Constitution. Et puis, bien entendu, le nom officiel d'aujourd'hui, la place Jean Jaurès. Et donc, on va regarder une première carte qui devrait se trouver ici à 20 degrés. Et cette première carte est une carte thermique. Alors il a fait froid ce matin, il fait chaud maintenant, mais ça n'est pas le seul sens de la carte thermique. Cette carte thermique, vous pouvez la regarder en plus grand sur le site internet de la ville de Marseille. On dira tout à l'heure un petit peu de mal de la ville de Marseille, donc disons-en beaucoup de bien maintenant. Sur ce site internet, vous trouvez entre autres une carte. Vous voyez que là, on l'a centrée, on l'a découpée, mais une carte beaucoup plus vaste, une carte très colorée, dans laquelle vous trouvez un grand trou au milieu. Ce grand trou, c'est nous, c'est la plaine. Vous voyez que nous sommes dans l'angle en haut à gauche de la plaine, dans le nord-est, et nous sommes exactement dans l'alignement de la rue Saint-Savonin. Alors, c'est une carte thermographique, et qu'est-ce qu'on voit à la plaine? On voit qu'il n'y a pas de déperdition de chaleur. Donc, bien entendu, la plaine semble assez froide, assez fraîche. Quand vous irez sur le site de la ville de Marseille, vous élargirez un petit peu et vous verrez qu'il y a à proximité, on voit bien ici déjà le cours Julien, mais vous verrez beaucoup plus bas à gauche, une zone beaucoup plus vaste encore, très froide aussi, très fraîche, c'est le cimetière Saint-Pierre. Et j'insiste sur ce lien parce que de la plaine au cimetière Saint-Pierre, il n'y a que quelques pas et en tout cas une seule rue, c'est la rue Saint-Pierre, que vous voyez partir en bas à droite de Saint-Michel, Jean Jaurès, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et le cimetière Saint-Pierre est évidemment très frais, très refroidi, très calme sur la carte des chaleurs marseillaises. Donc nous nous trouvons finalement en liaison avec ce cimetière. Est-ce à dire donc que Marseille est que la plaine est si fraîche que ça? Non. On pourrait même dire que ça chauffe assez à la plaine. Et on va essayer de le voir. Une des façons de chauffer, c'est de s'intéresser au premier nom de Marseille, de la plaine, pardon, c'est évidemment le champ de Mars. Le champ de Mars, donc, allusion guerrière, Mars, dieu de la guerre, mais le sens de ce champ de Mars, c'est que la plaine se trouvait en dehors de l'enceinte de Marseille, c'était le cours Julien qui marquait l'enseigne, donc ici nous étions à l'extérieur de Marseille, et comme souvent dans les villes, c'est là qu'ont lieu des grandes manœuvres ou des petites manœuvres, et donc on dit souvent que ça a été un champ de Mars très important. Ce qu'on oublie de dire, c'est que dès 1696, il y a des livres sur l'histoire de Marseille, Antoine de Ruffy, pour ne pas le citer, et qui lui propose une autre étymologie, qu'il propose comme étant assez fantaisiste. Il dit oui, certains prétendent que c'est ici que César a planté son camp lorsqu'il est venu assiéger Marseille.
si vous vous êtes un peu promené en France, vous verrez qu'il y a des camps de César à peu près partout. Ici, le camp de César, ce serait appelé le Champ de Mars. Donc ce Champ de Mars, vous allez me dire, oui, mais il y a une rue du Champ de Mars. Donc, s'il y a une rue du Champ de Mars, c'est bien que c'était un Champ de Mars. Attention, l'étymologie est trompeuse, et c'est d'ailleurs ça qui fait tout son charme. C'est que la rue du Champ de Mars, qui est juste à côté, il y a le bar du Champ de Mars, la rue du Champ de Mars. La rue du Champ de Mars, en réalité, elle ne s'appelle comme ça que depuis relativement peu de temps, depuis le 19e, parce que les habitants, et on va voir que ça arrive souvent à Marseille, les habitants en ont eu marre du nom de la rue, et ils ont dit on veut que ça change. Pourquoi ils en ont eu marre? Parce que ça s'appelait, ils habitaient rue des Puces. Et ils trouvaient que les puces, c'était pas ça. Donc ils ont dit, il paraît qu'il y avait un Champ de Mars, et hop, conseil municipal a aussitôt entériné, c'est devenu rue du Champ de Mars. Vous voyez donc qu'il faut se méfier des noms de rues, parce que c'est pas parce qu'il y a une rue du Champ de Mars qu'il y a eu un Champ de Mars. Hein. Il y a eu l'idée que peut-être Champ de Mars, c'est plus sympathique que rue des Puces. Alors, le Champ de Mars, autre gamme de noms, c'est la question de la religion. Il y a beaucoup de saints ici, la rue Saint-Pierre dont je parlais, la rue Saint-Savournin, qui envoie au village du même nom, et puis cette notion de Saint-Michel. Alors, il y avait une version un entre-deux, entre la version Mars et la version religieuse. On prétend, allez savoir, on prétend que lors des premières croisières, les premières croisades, les croisières, elles arriveront peut-être un jour à Marseille où elles sont déjà là, mais les croisades, ça c'était du solide, et on prétend, on rapporte que c'est ici que les croisés se préparaient avant de partir. Déjà, on va voir que la boucle est bouclée, que c'est la grande histoire de Marseille, avant de partir bien sûr pour l'Orient, avant de partir pour, j'allais dire pour la Mecque, hein, leur Mecque à eux qui était Jérusalem. Alors, peut-être cette forme de présence à la fois religieuse et militaire. En tout cas, on a effectivement cette idée de Saint-Michel omniprésent. Petite curiosité, on a la rue Saint-Michel qui est ici, et puis on a la rue de l'église Saint-Michel, hein, pas confondre. Et puis on a cette rue Saint-Michel, c'est la même chose que tout à l'heure pour la rue des Puces. En réalité, la rue Saint-Michel, là encore, c'est très récent, et c'est là encore une demande des habitants. La demande des habitants, elle est curieuse celle-ci. Au 19e siècle, les habitants de la rue Saint-Michel disent on en a marre du nom de notre rue parce qu'elle s'appelait la rue du peuple. Qui disaient mais nous ne sommes pas le peuple, c'est pas pour nous le peuple. Et donc ils demandent à avoir un terme plus noble, hein, Saint-Michel, donc l'archange, l'un des grands saints et un saint guerrier effectivement. Donc beaucoup de termes religieux. Notre-Dame-du-Mont qui est juste voisine, hein, c'est bien l'idée du mont. Donc le même mont que la plaine, on est bien en plein dans cette question-là. Alors, je saute un peu, ça chauffe beaucoup à Marseille pendant la Révolution, et en 1995, cette place est débaptisée, comme il se doit, et elle devient place de la Constitution. Ça ne dure qu'un temps, il y a des gens qui sont même... il y a des exécutions publiques sur la place, on ne sait pas très bien, guillotiné, fusillé, peu nous chaud, mais encore un nouveau nom qui va disparaître et qui va changer, j'en arrive au nom que nous connaissons, qui est la place Jean Jaurès. Et avant de passer à la carte suivante, je voudrais quand même, je suis loin d'être un spécialiste de Jean Jaurès, mais j'ai été regarder un peu les textes, lire Jean Jaurès, et je voudrais vous en lire un petit extrait, non sans vous avoir dit une fois de plus que les noms changent, la forme de la plaine change peu, mais les noms changent. Donc la place Jean Jaurès devient Jean Jaurès en 1919, délibération du conseil municipal. Et puis, il y a un moment où Jean Jaurès n'est plus tout à fait dans l'air du temps. C'est évidemment sous Vichy. Donc, dès 1941, changement de nom, la place redevient place Saint-Michel. Et dès août 44, août je crois, je ne vais pas vérifier, octobre 44, la place est débaptisée ou rebaptisée ou redébaptisée, on ne sait plus, et elle redevient Jean Jaurès. Alors pourquoi est-ce qu'on avait retiré Jean Jaurès? Lisons deux petits extraits, ils sont courts je vous assure, deux extraits d'une conférence prononcée par Jean Jaurès à Buenos Aires. On va parler du Tour du Monde tout à l'heure, et tout cet épisode est autour du monde à la plaine. Le monde entier se concentre à la plaine. Alors Jean Jaurès, lui, fait le tour du monde, va à Buenos Aires, et nous parle de sujets assez actuels me semble-t-il. Je cite donc ces deux petits extraits. En France, il écrit ça en 1911, il y a un tout petit peu plus d'un siècle. En France, depuis 1895, on a organisé l'assurance pour les mineurs.
les mineurs des mines, pas les mineurs en dessous de 18 ans. Et depuis plusieurs années, de grandes lois, assurément incomplètes, mais grandes tout de même, ont été votées. Une en vertu de laquelle, après 70 ans, tout citoyen sans ressources a droit à une pension de vieillesse. Et une autre sur les retraites ouvrières, approuvée il y a quelques mois, qui fixe l'âge du départ à la retraite à 65 ans, mais qui, comme l'a promis le gouvernement aux députés socialistes, sera bientôt ramené à 60 ans. 1911. Et donc, ce Jean Jaurès, qui n'est pas tout à fait apprécié par Vichy, le deuxième extrait, c'est un extrait qui parle là encore du monde entier et d'une plaine ouverte au monde entier. Il parle du mot d'étranger, le triste mot d'étranger, et il propose qu'il perde tout ce qu'il avait de sa brutalité et de sa tristesse. L'ouvrier, quel que soit son pays d'origine, lorsqu'il est loin de sa patrie, de sa douce terre natale, se sentira protégé par la communauté universelle du droit social, et toutes les nations apprendront à respecter chez l'étranger un homme et un frère. Ça, c'est du Jean Jaurès. Donc, on n'habite pas sur une plaine dont les noms sont neutres. Ce feuilletage, cette épaisseur, ces 5 couches de noms, a son importance. Alors, la deuxième carte, voilà une carte, là, on retourne dans l'histoire de Marseille. Carte de 1748, carte qui est intéressante parce qu'elle montre que nous sommes excentrés. Nous sommes, vous voyez dans le coin inférieur droit de la carte, nous sommes, et c'est ça qui m'intéresse ici, non seulement c'est un peu blanc, mais nous sommes quelque part qui est informe. Nous sommes dans une espèce de terrain vague. La plaine que vous voyez ici, en fait, si vous vous approchez tout à l'heure, vous verrez, la légende est en haut à gauche, mais en bas il y a des numéros. Vous verrez que la plaine, c'est à la fois la plaine et Notre-Dame-du-Mont. C'est ce terrain qui n'est évidemment pas rectangulaire. Donc en 1748, la plaine est évidemment hors de l'enceinte qui est, je l'ai dit tout à l'heure, sur le cours Julien. Et ici, on est dans un espace qui reste encore à mettre en forme. Donc, quand tout à l'heure, la plaine, la forme d'une ville change plus vite que le cœur d'un humain, la plaine, en fait, va se former, on va le voir, au 19e siècle. Mais vous voyez qu'avant d'arriver au grand rectangle qu'on connaît, elle a été d'abord une sorte de page blanche dans laquelle on trouve, si vous regardez la légende tout à l'heure, vous verrez la porte de Rome, la porte Notre-Dame-du-Mont, toute une série d'éléments, de monuments qu'on connaît, qu'on reconnaît, mais qui n'étaient pas en place et qui étaient difformes en quelque sorte. On était dans un espace ouvert par opposition à l'enceinte de l'espace fermé. Alors, à quel moment la forme de la plaine est-elle fixée? Eh bien, ça va naître de cela, là on est en 1748, et en fait c'est exactement un siècle plus tard, en 1848, qu'il va y avoir la décision d'en finir avec cet espace informe, qui surtout, on le représente mal ici, on voit mal, mais ici, il faut imaginer un dénivelé. La plaine n'est pas du tout un plan rectiligne, n'est pas plane à l'époque. La plaine tombe, donc est ravinée par les eaux de pluie qui s'écoulent. La plaine n'est pas rectiligne. Alors, au 19e siècle, on se rend compte qu'il faut changer cela. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en 1848, déjà le problème du chômage, déjà comment résorber le chômage, et donc on invente les ateliers nationaux. Déjà, pour brouiller un peu les cartes, les ateliers nationaux à Marseille sont municipaux. Bon. Donc la ville de Marseille organise ces ateliers nationaux, et qu'est-ce qu'on fait? Il se trouve qu'il y a des travaux pas loin, et on décide d'apporter toutes les terres qui sont dans les actuelles allées Gambetta, d'excellentes terres végétales, je cite ici un rapport de 1848 auprès du conseil municipal, d'excellentes terres végétales étaient enlevées tous les jours aux tranchées de Longchamp, des allées des Capucines et de Meillan. Il eût fallu les jeter au loin et sans profit à la mer. Le souvenir s'est naturellement présenté à notre esprit qu'à différentes époques, la ville avait cherché les moyens d'améliorer le sol de la plaine, afin de planter d'arbres qui seraient, cette fois, plus qu'un agrément, sur ce plateau aride que dévorent les soleils d'été. Donc, vous imaginez un balai de travailleurs municipaux qui remontent des tombereaux de terre pour arriver à faire enfin un rectangle et un plan. Et nous sommes ici arrivés, en quelque sorte, au début de notre histoire. La scène se passe à la plaine, c'est-à-dire sur le plan. Nous sommes sur un grand rectangle blanc. Et toute la question, finalement, c'est de savoir
qu'est-ce que la ville va écrire sur ce grand rectangle blanc dans lequel nous nous trouvons? Un rectangle qui est horizontal comme une map, hein, et sur lequel, donc, en fait, ce rectangle est une page blanche, et, si vous le voulez, au sens étymologique, un album. Hein. L'album, c'est ce qui est blanc, et sur lequel il faut colorier, il faut écrire. Donc, nous, toute notre histoire maintenant, et ce sera prolongé tout à l'heure par ce que les artistes, les Gusto, nous ont proposé avec les lettres dont vous avez vu déjà qu'elles occupent tout le centre ici, et je les vois un peu mieux que vous parce que je suis en hauteur, la comète qui est allée là-haut. Ce sont des lettres, ce sont des mots qui écrivent le monde dans la page blanche de la plaine. Alors, troisième carte, ici donc le travail d'un artiste argentin, Guillermo Cuitca, qui lui se saisit de plans, d'espaces horizontaux pour les cartographier, et il utilise des matelas comme espace de représentation cartographique. Vous voyez même que, coup de chance, l'une d'elles représente Marseille. Autant dire que sur cette page blanche, sur cet espace horizontal, on peut d'abord rêver. On peut alors rêver, on peut dormir, on peut être marchand de sommeil un peu plus loin à Noailles ou à Belzins. Hier, samedi matin, le marchand de matelas était exactement à 15 mètres d'ici, derrière vous, de l'autre côté. On peut se laisser aller donc, dans les bras de Morphée. Et effectivement, j'ai même réussi à dégoter un petit poème d'un poète dont j'ignore tout, un ami de Malherbe, XVIe siècle, Pierre de Daigné, qui parle effectivement du plan Saint-Michel. Je mesure à l'empas d'un esprit solitaire le plan de Saint-Michel, et d'un cœur soucieux, je cherche là et là les plus sauvages lieux pour y plaindre le mal qu'hélas je puis taire. Donc un moment mélancolique, un moment de tristesse, un moment de confidence. Je vous rassure, c'est à peu près le seul moment de ce type que j'ai trouvé à la plaine, qui pour le reste est plutôt haut en couleur et en mouvement. Alors, c'est un lieu de rêve, un lieu d'horizontalité. C'est juste ici que je voudrais parler d'un élément que certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être pas, qui est un buste qui se trouve juste un peu plus loin sur le square ici, qui est un buste d'Yves Montand. Yves Montand, d'origine italienne, son vrai nom c'est Ivo Livi. Et Yves Montand arrive à 3 ans avec sa famille. Et Yves Montand, comment est-il devenu Montand? Eh bien, il a décidé un beau jour, puisqu'il commençait à avoir un peu de succès dans ses spectacles, il était ce qu'on appelait chauffeur de salle. Donc vous voyez que ça chauffe vraiment à Marseille, ça chauffe à la plaine, et lui, son métier, c'était de chauffer la claque, les cœurs, les enthousiasmes, et peu à peu, il a eu de plus en plus de succès. Et Edith Piaf lui a dit, Yves Olivi, ça ne peut pas marcher. Donc il est devenu, il a cherché un pseudonyme, et là il a pensé à sa mère, italienne, qui lui disait, maman effectivement, qui lui disait en permanence, lorsqu'il travaillait dans la fabrique de balais de la famille, lui disait qu'il fallait monter en haut. Et elle lui disait dans un sabir italo-français, Ivo monta. Monta, ce qui ne se dit pas en italien, ce qui est une espèce de forme intermédiaire. Donc monta, et c'est en hommage à sa mère et à cette origine italienne qu'il a décidé de s'appeler Montand, et à l'origine, Montand avec un T. Donc c'est vraiment, il veut monter, il veut le contraire de cette horizontalité-là, il veut monter jusqu'à la plaine, et il veut y arriver. Donc, le chauffeur des salles décide de monter. Alors on va maintenant prendre l'autre carte, qui doit une carte insérée dans un texte. Texte de 1889, Camille Locite, un des grands historiens de l'urbanisme, un texte écrit donc en allemand, et dès 1889, vous voyez que dans son texte, il est à la place Saint-Michel. De quoi s'agit-il? Vous voyez, comme exemple de place découpée dans le vif d'un entrelac de rues tortueuses, nous donnerons la place Saint-Michel à Marseille. Ce qui l'intéresse ici, c'est qu'on a posé un rectangle presque parfait sur un tissu urbain dans lequel il n'y a pratiquement pas un angle droit. Même si on est très rigoureux, même la rue Saint-Savournin et la rue Saint-Michel ne sont pas tout à fait à angle droit. Et vous voyez que toutes les autres sont effectivement des rues. Alors, dire qu'elles sont tortueuses, c'est peut-être beaucoup dire. En tout cas, ce qui l'intéresse, c'est cela. Alors moi, ce qui m'intéressait ici, c'est qu'on est exactement dans l'histoire que nous cherchons à raconter. C'est qu'au fond, la place de la Plaine est un grand espace vierge au sein d'un grand livre qu'est la ville.
ces mots, ces lignes et ces phrases, c'est le tissu du livre, comme il y a un tissu urbain. Et dans ce tissu urbain de l'art de bâtir les villes de Sitte, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, donc, on est toujours au point de départ en quelque sorte. Camille Le Sitte dit que finalement cet espace n'est pas très heureux. Il souligne plus tard qu'en fait, on le fait toujours un peu à l'imitation des grandes capitales. Mais quand même, vous voyez que la place de la Plaine, ou Saint-Michel alors, est suffisamment connue, référencée, pour que donc 50 ans après sa normalisation, 50 ans après le rectangle de 1848, on est déjà dans une référence qui semble banale à Sitte. Et donc ici, vous voyez qu'on est dans un mélange entre la typographie et la cartographie. Et c'est ce qui va devenir le fil conducteur de la suite de cette histoire, et c'est ce qui va nous conduire tout à l'heure au Gusto, qui vont raconter une petite partie de l'histoire de la ville, qui vont s'inspirer des noms des rues de Marseille à travers un travail sur la typographie. Donc c'est en quelque sorte inversé. Ici la carte est dans la typographie, et tout à l'heure ce sera avec la typographie qu'on fabriquera une nouvelle carte. La carte suivante, qui se trouve donc à 200 degrés, qui est en train de descendre, cette carte est une carte de Rome, une carte du centre urbain de Rome, et le hasard fait bien les choses, elle est exactement de la même année que le plan de Marseille, 1748. J'aurais dû dire plus de choses sur le plan de Marseille, mais laissons-le là où il est. Le fait est, les deux, ici c'est le plan de Nolly, très célèbre, 1748, c'est un plan qui a été beaucoup utilisé par des architectes du XXe siècle qui voulaient arriver à penser la ville moderne. Et donc pour cela, souvent le plan de Nolly est devenu l'archétype de la ville classique. Donc Archigram, Rem Koolhaas, les uns les autres, Collage City se sont amusés à détourner ce plan. Alors, pourquoi ce plan? C'est pas tellement que nous sommes dans la direction de Rome, on n'est pas tout à fait dans la direction de Rome, Rome est plutôt par là. La rue de Rome est ici, mais si vous regardez sur un plan, la rue de Rome ne prend pas du tout la direction de Rome. Elle va jusqu'à Toulon et ensuite on bifurque. Mais ici, toujours est-il que Rome, alors évidemment comme matrice, la ville par excellence, mais surtout, je voulais par là vous montrer à quel point la place de la Plaine est gigantesque. On est là dans notre petit cercle de 12 mètres de diamètre, mais la place de la Plaine elle-même est absolument gigantesque. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai appris pour préparer cette intervention que, j'en suis fort mari, les dimensions d'un stade de foot ne sont même pas normalisées. On a le choix, donc les stades de foot, c'est, je prends mes notes parce que je ne connais pas ça par cœur, entre 90 et 120 mètres de long et entre 45 et 90 mètres de large. Si on fait une moyenne, ça fait 6500 mètres carrés, un stade de foot. Combien de stades de foot tiennent dans la place de la Plaine? 6. Non. Allez, 6. 4. 4 stades de foot. Autre point de référence, place Saint-Marc, Venise. Il y a des pigeons, vous avez remarqué quelqu'un tout à l'heure, effectivement, à Venise comme ici. Place Saint-Marc, quelle relation en surface par rapport à la Plaine? La Plaine, Allez. presque. La Plaine est un peu plus d'une fois et demie la place Saint-Marc. Donc vous voyez que quand on est à Venise, on ne peut pas imaginer ça. On dit mais non, c'est gigantesque Venise, Marseille, la Plaine, Gnognotte. C'est tellement relatif ces dimensions qu'ici on ne se rend plus compte à quel point c'est gigantesque. Donc il y a 4 terrains de foot pour ceux qui veulent. Par exemple, j'ai fait un petit calcul. On peut tenir 400 000 feuilles A4. Ici, si vous voulez couvrir, faire une carte à l'échelle 1, ça fait 800 ramettes de A4 pour couvrir la place de la Plaine. C'est pas très écologique, mais enfin c'est un point de référence comme une autre. Alors maintenant, on va demander à Marion de nous montrer, on va essayer de comprendre la relation qu'il y a entre Rome et Marseille. Et Marion a préparé un cache de la taille de la Plaine exactement à la même dimension que Rome. Pour ceux qui connaissent Rome, la Plaine, vous y faites tenir le Palais Farnèse, la place Farnèse et le Campo dei Fiori. Donc le cœur de Rome, en fait, tient dans la main de Marseille. Donc ici, nous voici
dans cette nouvelle possibilité, vous pouvez tout à l'heure vous approcher et regarder la plaine à travers le trou de la plaine dans le plan de Marseille. Nous sommes en quelque sorte dans une caméra oscura, nous sommes dans une chambre obscure. Au lieu que l'opercule, l'orifice soit un tout petit trou, ici il est rectangulaire. Mais vous voyez à quel point donc Marseille est chargée d'histoire et Marseille est aussi, en l'occurrence, la plaine est énorme. La photo suivante, c'est Jérémy qui l'a fait descendre. C'est une photo aérienne. Photo aérienne de 1923. Vous voyez au nord de la photo donc, la place de la plaine. Vous voyez l'importance des arbres. Et vous voyez que notre dessinateur a juste passé en bleu un cercle qui se trouve sur la photo aérienne. Ce bleu, code habituel, c'est de l'eau. Il y avait à la plaine un grand canal circulaire qui s'appelait le Tour du Monde. Ce canal circulaire qui a été en place jusque dans les années 30. Il paraît que ce matin passait un monsieur qui disait avoir connu lui-même, enfant, ce canal. J'aurais bien aimé le rencontrer. Je n'ai pour l'instant jamais rencontré quelqu'un qui a vécu. Si Bruno? Ma mère avait été là. Ah, ta mère, mais toi? Non, mais je... 1936? Non, pas. Mais il a La été... génération d'avant. Mais la génération d'avant. La génération d'avant. Oui. D'accord. Et qui te parlait de ce canal? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous lire un petit extrait, effectivement, d'un petit texte. Ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce qui s'écrit dans cette place. Il s'écrit deux choses. D'une part, dans le grand plan, et plan, vous le prenez au sens cartographique, hein, la plaine, c'est le plan. Donc, dans cette grande carte vierge, blanche, rectangulaire, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit un cercle. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans un atlas, si ce n'est essayer de rentrer à toute force la Terre, une Terre qui est un cercle ou deux cercles, dans une page rectangulaire. Donc le coup du rectangle et du cercle, c'est vieux comme le monde cartographique. Donc l'histoire qui se passe à la plaine, c'est vraiment une histoire éminemment cartographique. Et ce cercle, donc, s'appelle effectivement le Tour du Monde. Alors c'était un cercle, je n'ose trompe d'ailleurs, c'est un cercle qui fait entre 50 et 60 mètres de diamètre, c'est-à-dire que c'est pratiquement la moitié de la largeur, hein, et il était centré exactement autour de l'espace sur lequel les Gousteaux ont accroché des mots. Les grilles sur lesquelles les mots sont accrochés sont des grilles rectangulaires, mais il va falloir tout à l'heure que vous pensiez très fort qu'en fait c'est un cercle, qu'en fait c'est le Tour du Monde, et qu'il y avait des cercles, il y avait même un bassin tout au milieu en hauteur, hein, qui est présenté à plusieurs reprises comme un château d'eau. Je ne sais pas s'il avait vraiment cette fonction. En tout cas, il y avait un petit cercle au centre, et puis ce bassin sur lequel il y avait un bateau en forme de paquebot, sur lequel une dizaine d'enfants pouvaient monter. Ils montaient sans les parents, et ensuite ils partaient et ils faisaient le tour. Et Genot, un peu méchamment, raconte qu'il y avait un feignant, je n'assume pas, c'est lui qui parle, un feignant costumé en matelot qui faisait faire pour 2 sous 3 fois le tour du bassin, lentement, avec de longues pauses. Donc il est un peu critique, comme quelqu'un qui vient de l'extérieur passer quelques temps à Marseille. Mais en revanche, je voudrais vous lire 2 petits extraits de Genot, parce que visiblement il a été très touché par ce tour du monde, et qu'il en fait bien ressortir un aspect important. Alors il en parle 2 fois, ou au moins 2 fois, peut-être ailleurs, mais 2 fois. Une première fois de façon relativement neutre, il en parle dans un roman qui s'appelle Noé. Chaque fois que je descendais à Marseille avec mon père, il me payait ça, le tour du monde. Je montais dans la barque et j'étais navré de le quitter car il restait à terre. Il restait à terre et il faisait lentement le tour du monde, le tour du bassin, en même temps que moi, car il était navré de me quitter. Premier récit, tranquille, le père et le fils sont un peu chauds de se quitter, se suivent à distance, le père suit, tout va bien en quelque sorte. On n'est pas encore dans le drame métaphysique que Genot va raconter après. Ce drame métaphysique, il le raconte, donc la scène se passe toujours autour du monde à la plaine, mais les romanciers sont parfois inattendus, il en parle dans son voyage en Italie, quand il est à Venise, et il aperçoit des amoureux qui se disent au revoir, et l'un des deux monte dans le vaporetto et ils se séparent. Et là, c'est sa petite Madeleine, et ça lui rappelle ce traumatisme de l'enfance, le traumatisme du tour du monde à la plaine. Mon père me menait faire ce tour-là. Il restait bien entendu sur le rivage. Je faisais ainsi mes exercices de déchirement. C'est fort utile et mon père le savait. Il mettait pour la circonstance sa chemise blanche et se faisait faire soigneusement son petit nœud de cravate noire. Il était ainsi très beau, naturellement bon. Je le soupçonne d'avoir été ces jours-là et par calcul
particulièrement bon. Dès que les rocailles de l'île me le cachaient, c'était la fin de tout. Comme à Venise, cela ne durait qu'une minute, la prochaine courbe du bassin me le rendait. Mais perdre est une sensation définitive. Elle n'a que faire du temps. Quand on a perdu quelqu'un, on a beau le retrouver, on sait désormais qu'on peut le perdre. En débarquant, mon père me serrait la main comme un homme et nous quittions la place Saint-Michel en affectant une très grande indifférence. Ça fend le cœur, ce récit d'un homme mûr qui dit « Une fois qu'on a connu cette petite expérience du déchirement, on n'est plus tout à fait pareil qu'avant. » Donc voilà, c'était le tour du monde parce que on perdait de vue ce qu'on connaissait et on était un peu perdu, on perdait ses repères. Alors, ce tour du monde, il y a beaucoup d'autres façons de le trouver ici, on va le voir par la suite. Est-ce qu'il se fait en 80 jours maintenant? Est-ce qu'il se fait en 80 secondes? J'ai vu tout à l'heure dans l'assistance, il est assis là-bas, le responsable de l'agence de voyage là-bas, que vous connaissez peut-être, et qui me disait que pour les agences de voyage, il y a des normes pour pouvoir parler d'un tour du monde. Donc il y a un certain nombre de pays, je crois, j'avais noté ça, 12 pays, semble-t-il, sur un minimum pour pouvoir faire le tour du monde. Il paraît même qu'on ne va pas parler de la rue Thiers, rassurez-vous, on ne parle pas des sujets qui fâchent, mais il paraît que le père de Thiers, qui était un hâbleur, prétendait avoir fait plusieurs fois le tour du monde et que les gens se moquaient de lui parce qu'il n'avait pas vraiment fait le tour du monde. Et le tour du monde, le voici, est le frontispice d'un album pour enfants, d'un livre de géographie. Le livre s'appelle « Mon premier tour du monde ». Et ça, c'est le frontispice, en noir et blanc. Et vous y voyez une série de cercles. D'abord, ces deux hémisphères au centre, surmontés d'un ballon. Puis, notre fameux canal. Je ne garantis pas que ce canal soit dessiné par référence à Marseille. Mais on voit bien que l'on est dans cette même idée. Les enfants montent et font le tour de ce globe terrestre. Et ici, on avait même, en quelque sorte, une deuxième couche. C'était une façon de partir, de faire le tour du monde en train. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tour du monde, en dehors du voyage en bateau autour de la plaine? Donc, je vous disais, le père de Thiers qui prétendait avoir fait plusieurs fois le tour du monde. Et à la plaine, bien entendu, on a un peu l'embarras du choix. On peut passer en sous-sol, donc on peut partir en tram sous-sol, on va à Noailles et on s'envole ou on part par les entrailles vers l'Orient. Et puis évidemment, on peut partir par la voie des airs. Certains d'entre vous connaissent le bas-relief qui est juste à proximité, qui est la commémoration de l'envol d'un ballon dirigeable. Ce qui est amusant, vous irez regarder le texte, c'est 1886. Le texte célèbre la première traversée en ballon de la Méditerranée. En réalité, très modestement, Cavazza est allé en Corse. Donc je me disais que peut-être on pouvait proposer aux responsables du MUSEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, de s'appeler le MUSEC, le musée des civilisations de l'Europe et de la Corse, puisqu'il semble que la Méditerranée et la Corse sont devenus équivalents. On va voir si ça peut les intéresser. Et alors, dans cette façon d'inscrire le monde à l'intérieur de la plaine, la carte suivante, donc qui va descendre ici, la carte suivante est une carte qui vient d'un ouvrage d'Onésime Reclus. Alors Onésime, c'est pas le plus grand des Reclus, c'est pas Élie, c'est pas Élisée, mais c'est pas mal quand même. Et en tout cas, cette carte est tout à fait magnifique. Vous voyez donc cette carte 19e, vous voyez la façon dont Marseille est pensée comme le cœur d'un énorme dispositif. Et vous voyez une fois de plus que c'est une affaire, là, de carré. La carte originale est rectangulaire, mais on inscrit un cercle ici. Et ce cercle est encore renforcé par l'ensemble assez classique, on l'a vu 1000 fois les uns les autres, mais ici très beau graphiquement, typographiquement. L'ensemble de la Méditerranée est comme occupé soit par des légendes, soit par des flèches, depuis Marseille, comme si tout se concentrait à Marseille, et qui sait, peut-être à la plaine. Depuis là, on peut partir donc dans le monde entier, exporter, et vous voyez que vous avez même le nom de la société nautique, de l'entreprise, pour chacune des destinations, si jamais ça vous intéresse. Alors, où peut-on aller? Eh bien, bien entendu, je vous suggère comme prochaine destination une ville que vous connaissez bien, qui s'appelle Phocée. Phocée, vous connaissez tous, nous sommes tous plus ou moins des Phocéens. Et où allez-vous partir en vacances à Phocée? Comment s'appelle aujourd'hui Phocée? Sur d'Izmir, il y a une ville qui s'appelle Fossa, qui est, paraît-il, un reliquat, une déformation de Phocée. Mais voilà,
D'ici, on peut partir vers les racines de Marseille. Et les racines de Marseille, c'est la Turquie. J'ai pas beaucoup entendu dire ça dans les débats sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Je trouve ça assez intéressant que nous sommes tous finalement un peu des Izmirois. Donc c'est une autre façon, vous le voyez, de faire venir, de faire rentrer dans le cercle le monde entier à Marseille. La 9e carte est une carte qui se trouve à 100 degrés et la voilà qui descend. C'est un lieu que vous connaissez, mais si vous vous approchez un peu, vous verrez qu'en vous approchant, vous ne reconnaîtrez plus tout à fait les éléments. Voilà donc une carte de Marseille vue par la Chine. Une carte chinoise, une authentique carte chinoise, achetée à Shanghai. Et vous voyez en bas à droite sur le plan, Marseille. Hein, incontestablement, ceux qui connaissent le chinois. Est-ce que quelqu'un parle chinois ici? Tant mieux. Donc, les deux caractères ici signifient Marseille. Marseille, porte de l'Orient bien entendu, porte d'un Orient qui a été longtemps plus indo-chinois que chinois. Vous voyez qu'ici, il y a donc le mot Marseille. Vous voyez qu'en bas à gauche, il est repris en vert. Si vous regardez ensuite, vous verrez qu'à travers des typographies, il faudrait qu'on demande là à Fanny et Tristan, spécialistes de typographie, la différence entre les deux façons de marquer deux calligraphies différentes. Mais vous avez Marseille. Alors il y a le texte, on a laissé le texte en bas, et je vais me permettre de vous faire une petite traduction libre, une interprétation du texte qui se trouve en bas. C'est un ensemble de conseils de lecture donnés par les cartographes chinois contre une série de mauvaises habitudes marseillaises. Alors, ceux qui sont proches, vous remarquerez qu'il y a des guillemets et qu'il y a des dates. Vous verrez donc que j'ai respecté les guillemets et les dates. Hein. C'est évidemment le gage de la véracité de ma traduction. Hein. Et les habitants prétendent que cette ville a été fondée en 1832 avant l'heure Jésus. Et vous voyez bien 1832 sur la première ligne. On n'est pas forcé de les croire. En 1792, et c'est écrit un peu plus bas, Marseille est rebaptisée la ville sans nom en guise de punition. Là, notre ami chinois s'est un peu trompé, mais il y a quelques erreurs. Bon, c'est en fait en 1794, mais c'est pas grave. Alors ensuite, vous remarquerez qu'il y a toute une série de points qui sont repérés et que les points importants, ils sont indiqués là. Les principaux monuments sont la Banque de France, le lycée technique d'État et la caserne Beauvau. Qui sont les points qui font foi et qui sont importants. Alors ensuite, il y a un certain nombre d'explications. Je pense que nos amis cartographes chinois expliquent qu'il y a des erreurs sur les cartes françaises. Hein. Attention, ne vous laissez pas tromper par de faux guides touristiques. Saint-Victor se trouve en fait au pied de Notre-Dame de la Garde, puisqu'ici Saint-Victor est au pied de Notre-Dame de la Garde, donc c'est bien que c'est comme ça. Le CNM, que les indigènes, c'est nous, s'acharnent à nommer Cercle des nageurs de Marseille, s'appelle en réalité, ce qu'on voit sur la carte, le club nautique marseillais. Donc ça, c'est une belle invention. Hein. La place Jean Jaurès, disent-ils après, est tellement belle en blanc qu'on n'a pas voulu écrire dessus. Ceux qui le souhaitent peuvent aller s'entraîner à la calligraphie en peignant à l'eau. Effectivement, ils ont raison, ici c'est parfait pour faire cet exercice de calligraphie. On ne savait pas où caser l'église du Calvaire, alors on l'a mise sous le cours Lieutot. Il y a une église du Calvaire, cours Lieutot, je ne l'ai jamais vue, mais elle doit y être. Envoyez-nous la localisation exacte, ainsi que celle du, et vous remarquerez que tout à la fin, il y a effectivement des guillemets, Yes We Camp, impossible à repérer sur le site de MP 2013. Voilà donc pour la libre traduction de ce plan chinois. Donc, le monde entier est ici, et d'ailleurs, j'en veux pour témoignage le fait que rien qu'à la Plaine, il y a déjà au moins 3 arrondissements qui viennent se mêler et se rencontrer. Hein, la Plaine est donc bien un lieu cosmopolite et un lieu dans lequel le 1er, le 5e et le 6e viennent s'embrasser. Alors la 10e carte qui se trouve à 300 degrés ici, la voilà, c'est une autre façon de faire rentrer le monde entier, cette fois dans nos têtes. Comment faire rentrer, donc ça vient là encore du même livre de classe, du premier tour du monde, hein. Comment s'assurer que vous et moi, nous avons bien mémorisé ces formes? Et bien voilà, en essayant, par un procédé mnémotechnique, de montrer que la France n'est rien d'autre qu'une bonne vieille cafetière. C'est quand même plus chic qu'un hexagone. Hein. Donc l'Italie, la botte, on connaît, et l'Australie, tortue de mer. Bravo à ceux qui arrivent à faire comprendre que la mer Noire, c'est une chatte avec son petit. En termes de simplification, ça se pose là. Mais voilà comment, à quoi ressemblent les terres et les mers, et voilà comment on essaye de faire rentrer le monde entier
dans nos esprits. Il s'agit de donner à voir donc, la forme des pays, des espaces naturels, comme des mers. Et on va maintenant regarder une toute autre carte dans laquelle on va voir, dans la prolongation de celle-ci, des mots qui arrivent. Parce que qu'est-ce qu'on écrit sur la place de la plaine? On a déjà vu qu'on écrit un cercle, on écrit le monde entier, on écrit le tour du monde, mais on l'écrit avec des mots. Et là, j'aurais bien voulu que Jérémy, qui est l'un des deux auteurs de cette carte, vienne nous en parler. C'est une carte qui est issue d'une série de rencontres qu'on a faites en faisant un atelier de cartographie mentale dans les quartiers nord de Marseille. À l'époque, je travaillais aussi avec Loïc qui est là, pour que je ne sois pas seul à porter le quart d'heure de célébrité. Et on a posé des questions, notamment celle-là restitue 2 questions. Il y en a une qui est de savoir comment on va d'un point A à un point B. On a travaillé dans les quartiers de Saint-Antoine, du Merlan, de Saint-André et des Égalades. Et il y avait une des réponses pour aller du Merlan à Saint-Antoine, par exemple, en voiture c'est loin, à pied c'est loin, en transport en commun c'est encore plus loin, et le mieux c'est à vol d'oiseau. Ou alors de savoir à quoi ressemblaient les quartiers, qu'est-ce que c'est Saint-Antoine. Saint-Antoine c'est pas un village, c'est une rue à sandwich. Avant c'était la campagne ici. Et voilà, et on a dessiné cette carte-là en se servant des entretiens et des discussions qu'on avait eues avec la grosse centaine de personnes qu'on avait rencontrées. Voilà. Donc ici, il s'agit des quartiers nord, il ne s'agit pas de la plaine, mais on pourrait faire le même travail sur la plaine, il a peut-être été partiellement fait. L'idée, c'est qu'effectivement, le visage d'une ville, c'est aussi le visage de ses habitants, c'est le visage de leurs paroles, c'est le visage des mots qu'on met sur la réalité quotidienne que l'on vit. Et je me suis livré par exemple à un petit exercice. La plaine, c'est une bonne distribution de Scrabble. Vous avez beaucoup de voyelles, quelques consonnes, ça marche bien. Et j'ai essayé d'imaginer les noms, les prénoms et les noms de toute une série d'habitants de la plaine. Vous avez Alain Lep, Elie Napla, Lia Palen, Pi Lalanne, Alan Paille. Pardon, je recommence. Alain Lep, Alan Paille, Allah Nepi, Ali Plane, Eli Napla, Eli Pana, Lin Pella, Lina Lepa, Lia Palen, Len Alipa, Niel Pala, Nil Epala, Pi Lalan et Pia Lelan. Bravo, bravo. Alors, tout ce petit monde, habite ici. Vous avez vu que déjà, il y a un mot qui s'est invité dès hier. La comète, en fait, c'est le nom d'une rue. Et vous allez voir, Fanny et Tristan vous expliqueront tout à l'heure comment ils ont choisi tous ces mots qui sont liés, bien entendu, au tissu urbain de Marseille et à tous ces noms de rues. Alors, pourquoi cette carte du marché de la Plaine? Parce que, attention, nous sommes dans un domaine explosif. C'est pas que la plaine soit chaude, c'est que c'est explosif. C'est un document top secret. J'ai bataillé avec la ville de Marseille pour obtenir le plan des emplacements du marché de la Plaine. N'y comptez pas, c'est impossible. C'est un document interne qui, comme chacun sait, ne peut pas s'externaliser. Donc, c'est impossible. On n'a pas réussi. Donc, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Et en l'occurrence, c'est Marion qui l'a fait. Et il s'agit de montrer ici comment le monde entier s'invite. Alors, il y a un code couleur donc, de fruits et légumes qui sont plutôt dans les jaunes verts en bas. Marion a même glissé, par exemple, au milieu à gauche, vous voyez la dame qui vend des citrons. Un peu plus haut. Pardon ? Lucie. Pardon. En haut, vous voyez, alors cette fois c'est bon, c'est l'étal de poisson en haut à gauche de Monsieur Béranger, qui n'est plus à Monsieur Béranger, hein, mais enfin, il a cédé maintenant. Donc vous avez ces éléments-là, et puis le reste, c'est évidemment l'ensemble du marché tel qu'on le connaît, avec la fripe, les objets. Vous voyez au centre une sorte de série de fantômes. L'idée, ça a été de marquer justement le fantôme du cercle, et le cercle que vous voyez au centre, c'est comme si le dispositif dans lequel nous nous trouvons, ce cercle, qui reprend la pastille de Vous êtes ici, comme si ce cercle que vous voyez en haut à gauche avait migré, était venu se planter au milieu
pour retrouver le tour du monde avec le château d'eau central. Et du coup, on a pensé, comme pendant longtemps, quand il y avait ce canal du tour du monde à la plaine, il y avait la fête Saint-Lazare qui avait lieu tous les automnes, et il y avait beaucoup de baraques qui, elles, étaient en cercle autour du canal. Ben, on a rendu un hommage en quelque sorte à cette histoire lointaine. Et ici, donc, le marché de la plaine, ça n'existe pas uniquement en images. Pour restituer le marché de la plaine, il faut en donner l'atmosphère sonore. On a pensé vous diffuser un tout petit morceau qui s'appelle Les Cris de Marseille, qui est une œuvre contemporaine, rassurez-vous, très simple et très joyeuse, audible par absolument tout le monde, d'un un compositeur né en 1968, pardon, et donc Les Cris de Marseille. Et sur ces Cris de Marseille, donc, on peut rester, ça dure 4 minutes, hein, on peut regarder ça ensemble, cette carte et puis les autres cartes. Et après quoi, je vous invite à venir à l'intérieur, donc là où vous voyez toutes les lettres, où nous allons retrouver Tristan et Fanny, qui vont nous parler de leur installation, de leur projet, de leur choix. Après quoi, il y aura un troisième temps dans lequel nous vous invitons à quitter votre attitude de spectateur et à passer à l'acte, à devenir mappeur, c'est-à-dire à participer à cette grande carte collective. Donc le monde est à la plaine et on va vous proposer, après, et pour prolonger le travail de Fanny et Tristan, on va proposer de devenir des inventeurs, au sens de celui qui trouve quelque chose, et de baptiser une nouvelle rue à Marseille, d'un nom que vous choisirez, d'un nom qui serait géographique. Ça peut être un village natal, ça peut être le lieu d'origine d'un grand-parent, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être quelque part de beaucoup plus proche. Les deux contraintes, c'est il faut pas que ce soit une rue qui existe déjà dans Marseille, nous avons l'index des rues pour le vérifier, et il faut que ce soit quelque chose qui renvoie à cette idée du monde entier, donc pas un concept, pas un nom propre. L'aioli, on est fou de l'aioli. L'aioli. L'aioli, on est fou de l'aioli. Les poissons, ils sont parents. Les poissons, ils sont tu n'en veux des poissons. Tu n'en veux des poissons. Oh, quel Vous pouvez maintenant rentrer franchir les grilles et aller vers les lettres qui sont accrochées. Pour les Gusto vont nous expliquer les deux archers, comment ils ont procédé. Le mot comète là-haut pour refaire le tour du monde. Les artistes qui à eux deux forment le collectif Gusto, ce sont les artistes auteurs de l'installation que vous voyez derrière eux et dont la comète est une partie. Et ils vont brièvement maintenant nous parler de cela, qui est évidemment un travail qui est pensé en liaison avec ce à quoi vous venez d'assister. Une histoire qui nous a intéressé, c'est le tour du monde. Donc le bassin circulaire qui était présent et qui est parti il y a 50 ans.
Donc c'est à partir de ça qu'on a voulu travailler et proposer de refaire un tour du monde en fait. On a déjà essayé de voir ce qu'il en restait en fait de ce tour du monde, qui reste pas grand chose. Il y a les magnolias qui étaient déjà un peu de terre, mais cette terre était donc ronde. Et maintenant c'est devenu donc ce magnifique rectangle et le bassin qui était plein d'eau est devenu des grilles. L'échelle 1 c'était d'allier cartographie et typographie, donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. Donc voilà, le tour du monde et la typographie, comment mettre ça en forme et comment présenter ça. Donc on est parti sur l'index des noms de rues de Marseille. Donc c'était d'après un travail de Marie Chenet qui avait commencé justement à répertorier un peu tous les noms des rues. Et on a essayé de trouver dans ces noms de rues un lien avec la cartographie. Donc au départ, on avait énormément de noms de pays, de noms de villes. Et en fait, on s'est orienté plutôt vers des noms de lieux communs, en fait, qu'on ne pouvait pas situer précisément sur une carte, mais qui parlaient de cartographie. Et donc comme notre idée était de faire une cartographie imaginaire, ça nous paraissait correspondre tout à fait à notre projet, vu que le tour du monde était aussi, lui, imaginaire. Voilà, on a fait un lien entre les deux et on a gardé que des termes. Donc cascade, ça pourrait être très bien en France comme au Brésil. Et l'idée du tour du monde, c'est ça, c'est au moins 12 étapes pour faire un tour du monde, d'après les agences de voyage. Donc nous, on a pris 14 termes. C'est un petit tour du monde, mais c'est un bon terme. C'est un bon tour du monde, donc avec des noms de lieux qu'on pourrait situer où on veut en fait. Voilà, c'était un peu ça. Et à partir de cette proposition, vous pourrez faire le tour du monde, qui est un tour du monde carré. Et l'idée maintenant, c'est de pratiquer un atelier pour compléter avec vous, avec de nouveaux noms de lieux qui vous sont chers, de compléter cette grille du tour du monde, de compléter cette carte en fait. Voilà. Une carte participative. Comme les noms de rue sont créés par les habitants, souvent par le conseil municipal, mais ça vient quand même souvent des habitants, des pratiques qui étaient dans les rues, des choses qui sont dans les rues. Là, c'est demander à vous, selon votre histoire personnelle, de penser à un lieu à mettre en rapport avec Marseille. Ça peut être à la fois une ville, ça peut être un pays, mais ça peut être aussi un arbre qui vous est cher dans un pays que vous avez visité une fois, ou ça peut être... Un pays rêvé, c'est pas forcément un lieu pas que forcément vous quelque chose. connaissez, mais... Ça sera localisé pour vous, mais c'est pas forcément un terme géographique très précis pour une autre personne, quoi. Ça peut être très vague. Donc l'idée, c'est de s'emparer des morceaux de carton qui seront là, de peindre en rouge ce mot que vous allez penser. Ensuite, comme il était coutume sur l'ancien tour du monde, c'est-à-dire se faire prendre en photo devant. Pour avoir une photo souvenir en fait de ce voyage. Donc là on vous propose de vous faire prendre en photo avec votre carton et votre mot, signer le registre de la nouvelle rue qui sera en fait un nouveau nom de rue pour Marseille, et ensuite d'aller l'accrocher en fonction des mots qui sont déjà accrochés pour les situer. Par exemple, si votre arbre, vous voulez accrocher entre une cascade et un refuge, ça peut vous permettre de le situer, mais sinon c'est assez libre. Ça peut être par-dessus les mots, enfin, sur tout l'espace de la grille, tout autour du tour du monde. Calligraphier votre nom de rue à vous. J'ai oublié de dire tout à l'heure, d'une part que l'avenue des Gousteaux et leur présence et travail s'est fait en collaboration avec, ils s'en vont juste à ce moment-là, avec Photokino, certains d'entre vous connaissent. Écrire le nom de votre rue, remplir ce registre, puis ensuite donc écrire votre pancarte, vous faire prendre en photo. Et puis ensuite, on vous propose, une fois que vous avez écrit dans le grand registre des nouvelles rues de Marseille, de participer à une carte imaginaire, donc de dessiner une nouvelle Marseille avec ces nouveaux noms de rues. Donc là, il y a des étudiants qui sont là pour vous aider, qui ont des craies, qui peut-être vont tracer déjà des éléments. Vous pouvez continuer. On ne peut pas se tromper, c'est l'avantage. C'est que il existe des impasses aussi, ben, décidons des impasses. Donc vous pouvez... Complètement fracas.
complètement fracas. Complètement mon peu cher. Oh, je te mets le wine, moi. Tu le comprends, cousin? Il est pas bon, lui. Il est pas bon, lui. Pourquoi t'as choisi Naples? De cause. Oh Nina! De cause. Je l'aime bien. Et le feu! Il lui met le feu. Vas-y, Mino. Jaune blanc, jaune blanc, jaune blanc, jaune blanc, jaune blanc, jaune blanc. On y va tout seul. Les cris de Marseille. Allez-vous faire suivre ça Paris. Voilà le Parisien. Ça Paris.